Bonjour à tous, bienvenue sur cette 11e édition d'e-commerce Paris et merci d'être venus si nombreux pour assister à cette plénière d'ouverture du salon. Depuis 2 ou 3 ans, on parle beaucoup de cross-canal, d'omnicanal. Aujourd'hui, ces stratégies sont bien engagées. Vous connaissez les bonnes pratiques et si vos directions sont convaincues, les projets sont déjà lancés ou déployés. Donc en préparant le salon, Comexposium s'est demandé où se trouvaient vos prochains relais de croissance. Et là, l'international s'est tout de suite imposé. 45% des e-commerçants, selon le baromètre de la FEVAD du moral des e-commerçants en 2014, citent l'international comme une des priorités d'investissement à l'avenir. 45% alors que vous n'étiez que 28% l'an dernier. C'est donc une progression considérable et qui montre bien qu'attaquer un nouveau pays n'est plus réservé aux gros sites, mais que les e-commerçants de toutes les tailles peuvent maintenant se lancer dans de nouveaux pays, quitte bien sûr à y aller pas à pas, puisque les défis sont nombreux et de nature très variée. D'ailleurs, les prochaines plénières aborderont dans le détail chacune de ces facettes. Mais pour l'instant, ce matin, nous avons voulu réfléchir dans les grandes lignes aux stratégies à préférer pour aborder un nouveau pays et vous aider de cette façon à construire la feuille de route de votre propre expansion internationale. Alors pour cela, nous allons avoir la chance de bénéficier de l'expérience et des conseils de 4 dirigeants qui ont abordé la question de l'internationalisation de façon assez différente, mais qui, vous allez le voir, se rejoignent néanmoins sur beaucoup de points. Il s'agit de Sébastien Rohard, directeur général de Photobox, Olivier Mathiot, PDG de Price Minister, Ilan Benaïm, associé cofondateur de vente privée en charge de la stratégie et de l'innovation, et Gérard Spatafora, directeur e-commerce de Millésima. Moi, je suis Fleur Fauconnier et je couvre l'e-commerce pour le JDN. Alors, je me tourne d'abord vers Olivier Mathiot, chez Price Minister Rakuten. Alors, pour commencer, quel enjeu l'international représente-t-il pour Price Minister? Comment est-ce que vous avez débuté dans d'autres pays? Et puis, dans un deuxième temps, comme vous avez aussi une casquette d'investisseur dans de nombreuses startups, est-ce que les temps changent? Est-ce que l'international arrive plus tôt dans les projets des entrepreneurs? Mais pour commencer, chez Price Minister, ça s'est passé comment? Bonjour tout le monde. Donc, Price Minister, c'était une place de marché qu'on a créée en 2001 à une époque assez différente d'aujourd'hui, puisque à l'époque, effectivement, les entrepreneurs et les e-commerçants étaient probablement un peu moins ambitieux sur le plan international. Il y avait également eu quelques échecs des e-commerçants français qui avaient tenté l'international sur un marché qui n'était pas suffisamment mûr en termes à la fois technologiques et aussi législatifs et tout simplement en termes de comportement de consommateurs. Et donc nous, on a tenté l'aventure de l'international dans un premier temps un peu par nous-mêmes et sans que ce soit un grand succès. On avait ouvert Price Minister en Espagne, en Angleterre, dans les années 2006-2007 et probablement pas avec la bonne stratégie, pas avec les bonnes équipes ou avec trop peu de moyens et avec un conseil d'administration qui également n'avait pas forcément cette ambition en top de leurs priorités. Et donc, au moment où on est passé sous la coupe de Rakuten, ça a été d'ailleurs une des motivations pour nous de revendre Price Minister à un grand groupe qui avait une ambition globale. Au moment où on est passé sous la coupe de Rakuten, évidemment, les choses se sont accélérées considérablement, puisque Rakuten, c'est un des géants du e-commerce à l'échelle internationale, qui est dans une grande bataille contre des Amazon, des eBay et aujourd'hui Alibaba. Et donc, on voit bien que le e-commerce aujourd'hui n'existe plus en tout cas en termes de croissance, n'existe plus si on reste à l'intérieur des frontières hexagonales. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la croissance du e-commerce en France est en train de ralentir. Il y a encore de la croissance, mais elle ralentit. Trimestre après trimestre, on voit qu'on est plutôt en moyenne en dessous de 10%. Et si on prend en plus le top des plus gros sites de e-commerce, c'est en dessous de la moyenne, puisque vous savez que le e-commerce est notamment porté, en tout cas sa croissance, est portée aussi par le lancement de plein d'entrepreneurs et de plein de nouvelles initiatives. Mais la réalité du marché, elle est plus intéressante à suivre quand on regarde le top 10, 20, 30, 40 ou 50 des plus gros e-commerçants. Et si ceux-là, les plus gros, ne vont pas à l'international, eh ben, ils vont vivoter dans un marché à l'intérieur duquel la conquête est de plus en plus chère. Rester à l'intérieur de la France, ça nous oblige à payer des coûts d'acquisition élevés et à nous battre entre nous sur un terrain limité, une zone de jeu où finalement le nombre de nouveaux entrants, le nombre de nouveaux acheteurs est de plus en plus faible, puisque la pénétration globale du e-commerce, c'est-à-dire que le nombre de gens qui ont acheté au moins une fois sur Internet est aujourd'hui en train d'arriver à une sorte d'asymptote. C'est ce qu'on avait observé également aux États-Unis. Donc, pareil pour le marché japonais, Rakuten a fait le même constat et donc on va chercher la croissance
dans plein d'autres pays. Donc aujourd'hui, Angleterre, Allemagne, Espagne, Autriche, France, États-Unis, Brésil et plein de pays en Asie du Sud-Est. Je ne vais pas tous les citer. Oui, parce qu'on a vu ce matin, lors de la conférence FEVAD, que la croissance de l'e-commerce en France au deuxième trimestre était de 10,5%. Donc c'est effectivement un rythme plus lent qu'autrefois. Et si la fréquence d'achat continue d'augmenter, effectivement, la croissance peut être plus forte à l'étranger. Alors, juste petite parenthèse, si vous voulez réagir, vous avez le hashtag ECP14, ou alors vous pouvez envoyer des textos au 06 33 33 12 16, et ça s'affichera à l'écran. Voilà pour la parenthèse réaction et questions de la salle. Donc Olivier, maintenant en tant peut-être qu'investisseur, quand vous voyez les entrepreneurs des startups de votre portefeuille envisager l'international, est-ce que ça arrive très tôt dans leur projet, plus tôt qu'à l'époque des débuts de Price Minister, et pour quelles raisons? Alors c'est effectivement une bonne question et c'est une observation qu'on fait. Je co-préside également une association qui s'appelle France Digital et qui observe en fait les investisseurs et les startups et qui essaie de les soutenir, notamment dans leur ambition internationale. Et aujourd'hui, la plupart des dossiers que je vois au titre de cette association, ou alors en tant que petit business angel, enfin je n'ai pas non plus une plateforme d'observation statistique considérable, mais avec une vingtaine d'investissements, aujourd'hui, je constate déjà que l'ambition de départ des nouveaux entrepreneurs, notamment depuis 2 ans, est devenue nativement internationale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les jeunes entrepreneurs, ou moins jeunes, mais enfin français, n'imaginent pas leur projet sans penser au départ nativement dans leur ADN l'international. Ce que je trouve très encourageant parce qu'aujourd'hui c'est possible. Il est probable qu'il y a 15 ans, c'était beaucoup plus coûteux, comme je le disais, et moins mature en termes de réflexion et de marché et de comportement. Aujourd'hui c'est possible et on voit même de plus en plus d'entrepreneurs ou d'entreprises dont un des fondateurs ou un des dirigeants va s'installer aux États-Unis ou en Asie pour vraiment conduire lui-même le développement international, puisqu'il sait que le gros de la croissance se situera en dehors, encore une fois, des frontières de l'Hexagone. Okay. Pour ce qui est d'attaquer de nouveaux pays, donc si les entrepreneurs d'aujourd'hui envisagent ça très tôt, est-ce que j'ai aussi l'impression qu'ils n'hésitent pas à ouvrir plusieurs pays à la fois, alors que vous et on a peut-être été plus à l'école d'Amazon qui prend des années avant d'ouvrir un nouveau pays, etc. Est-ce que le rythme a changé et quel schéma vous recommandez comme feuille de route de rythme d'ouverture de pays? Il est certain que le rythme s'est accéléré, ça n'a échappé à personne. Une des raisons pour laquelle tout va plus vite, c'est d'abord parce que chacun des marchés aujourd'hui a effectivement un niveau de maturité. J'emploie beaucoup ce terme, mais c'est important parce que le niveau de maturité est un indicateur, finalement, le nombre d'acheteurs par rapport au nombre d'habitants, le nombre d'acheteurs par rapport au nombre d'internautes et par rapport au nombre d'habitants d'une population, donne un indicateur de la propension à pouvoir aller conquérir des parts de marché. Ensuite, on peut choisir des marchés qui sont plus ou moins en retard parce qu'évidemment, le coût d'acquisition est plus faible quand le marché est plus lent ou en retard. Il est plus élevé dans les marchés plus mûrs. En revanche, évidemment, quand le marché est plus mûr, on peut aller plus vite, à condition d'investir suffisamment. Il est vrai aussi que l'accélération est provoquée, si vous voulez, peut s'expliquer en partie aussi par le M-commerce et la mobilité, qui permet d'aller beaucoup plus vite sur certaines tranches, notamment les jeunes générations, les nouveaux acheteurs. Et on voit le succès mondial maintenant des applications de messagerie, qui sont aussi des relais et la diffusion des messages de l'univers digital. La réalité, c'est qu'en fait, moi, ce que je recommande, c'est pas forcément de lancer plein de pays à la fois, parce que malgré tout, tout dépend de la trésorerie et des moyens dont on dispose. Mais à un moment donné, il faut d'abord réussir un pays. Si on est français, c'est souvent plus facile de réussir la France. Il faut rester pragmatique. C'est pas forcément évident, mais c'est souvent une raison. Pourquoi? Parce qu'on a notre réseau, et le réseau des partenaires, etc., on est souvent plus efficace et plus rapide, sauf à aller vraiment s'installer à l'étranger. Mais moi, mon schéma idéal, c'est je réussis et je lance mon entreprise ou mon e-commerce dans un pays. J'en essaye ensuite un autre pour démontrer en fait la capacité qu'ont mes équipes et mon organisation et ma technologie à pouvoir vendre à l'international. Parce que souvent, le coût du pays N+1 est légèrement plus élevé que les suivants. Parce qu'au départ, il y a à la fois des notions de réflexion juridique, de traduction, de partenariats commerciaux, de RH. Et donc, une fois qu'on a réussi ce setup, c'est-à-dire réussir à créer un premier clone, le suivant est beaucoup moins cher parce qu'on a essuyé les plâtres. Et ensuite, l'accélération du N+2, N+3, N+4 peut aller très très vite. Hélène Benaïm, alors chez Vente Privée, étant donné vos ambitions de chiffre d'affaires, l'e-commerce, l'international, c'est complètement central. Ça marche, ouais. Absolument. Merci Flore pour votre invitation.
Absolument, parce que, en fait, je trouve ça assez marrant comme question, parce que Internet, c'est une boutique qui n'a pas de mur. Alors pourquoi est-ce qu'on lui met des frontières? Déjà, on commence par se dire, on va se mettre une frontière, et quand on regarde aujourd'hui le marché français, c'est 50 milliards, l'Angleterre, c'est le double, 100 milliards, l'Allemagne, c'est 65 milliards, le quatrième opérateur européen, c'est la Russie, devant l'Espagne et l'Italie. Et en fait, on considère trop souvent que l'e-commerce, c'est américain, alors que la première zone e-commerce au monde, c'est l'Asie. Et la deuxième, c'est l'Europe. La zone Amérique, on a une filiale, on est ouvert dans 8 pays en Europe et aux États-Unis. Les États-Unis, c'est le marché le plus facile du monde, donc le plus compliqué. On a énormément d'acteurs qui font n'importe quoi, qui ont énormément d'argent. Et voilà, c'est assez complexe. L'Asie, on a essayé, mais on s'est rendu compte très rapidement que les Chinois, ils n'ont pas besoin des Français. Donc, ils te disent, c'est mon marché, laisse-moi là où je suis. Y compris des marques françaises. Ah oui, c'est très particulier comme... mais bon, toi, tu as un avantage. Vous avez un avantage, excusez-moi. Et l'Europe, pour moi, est un marché extraordinaire parce que les gens considèrent qu'il est compliqué. Et nous, en tant qu'Européens, il faut juste qu'on se dise, OK, on a un marché commun, économique, des frontières libérées, du libre-échange, mais on a une vraie différence. Et on le sait, c'est que culturellement, on est très différents. Un Espagnol, c'est pas un Allemand, c'est pas un Italien, c'est pas un Anglais. Et le Français non plus. Donc nous, Français, ultra-Français, Parisiens, on s'est rendu compte effectivement que la croissance monopays ralentissait. Donc le relais de croissance, aujourd'hui on fait 1,5 milliard, si un jour on veut faire 5 milliards, c'est impossible en France. Donc il faut absolument s'ouvrir. Et quand on voit que la France représente 50 milliards sur 350 milliards en Europe, bien entendu qu'il faut s'ouvrir. La question c'est comment? Et nous, on a commencé en 2005 avec une stratégie très simple qui est de dire il ne faut pas que ça nous coûte. Parce que personne ne sait comment faire. Et donc on a testé d'abord en faisant un pays en anglais et en ouvrant la livraison un peu partout. Alors c'est pas optimal, c'est sûr, mais ça coûte pas très cher. Et ensuite, on se rend compte, tiens, l'Allemagne, c'est pas mal. L'Espagne, c'est pas mal. À partir du site en anglais, vous avez repéré du site en anglais, oui, mais des petits chiffres. Mais tout de suite, on voit que la Hollande, c'est moins bon que l'Espagne. Donc, on voit très rapidement ce genre de choses. Et donc là, on passe à une deuxième étape qui est la localisation, qui est un peu plus complexe. La localisation, c'est rendre votre site allemand en allemand. Donc, c'est .de, c'est tout écrit en allemand. C'est la livraison, que ça vienne de Lyon, de Lille, livré en allemand. L'allemand, il s'en moque d'où ça vient. Par contre, le retour, il veut le faire en Allemagne. Il n'achète pas sur un site allemand pour retourner en Angleterre un produit, c'est pas possible. Donc ça a un coût. Les frais de livraison qu'il va vouloir payer, il ne veut pas payer un transfert France-Allemagne. Le service client, il n'est pas basé à Casablanca, forcément. Il est en allemand. Et donc ça, c'est une deuxième étape de localisation qui est indispensable pour bénéficier du potentiel du pays, mais qui n'est pas suffisante. La troisième étape qu'on amorce à peine en ce moment, c'est vraiment la localisation du pays, avec des équipes locales, marketing local, pour comprendre le besoin d'offres du pays. Un Allemand, il ne veut pas acheter la même chose qu'un Français. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on a commencé dès le départ. Dès le départ, on a dit, OK, on est français, on traduit, on s'assume français et on se présente comme français à l'international. Deuxièmement, on a dit, on va se présenter comme allemand, mais avec des produits français, italiens, etc. Et maintenant, on a des équipes locales qui vont sourcer des produits allemands que vous n'avez jamais entendu parler et qui se vendent comme des petits pains. Et ça, c'est la troisième étape de développement. Autrement dit, la première étape, qui finalement est juste de rendre son catalogue disponible dans tous les pays, ça, c'est quelque chose qu'on peut faire très rapidement. Si on prend l'équation du chiffre d'affaires d'un site de commerce électronique, c'est trafic fois taux de conversion fois panier moyen. Moins retour. Bon, ça, OK. Aujourd'hui, beaucoup de gens travaillent le trafic en faisant des campagnes marketing avec tous les médias qu'on connaît, etc. Un des moyens, c'est juste d'indexer son catalogue dans d'autres pays. Donc si je traduis
En allemand, comme par hasard, je vais être indexé en Allemagne et je vais générer un trafic naturel allemand. En Allemagne, il y a plus de trafic qu'en France. Donc, il faut se rendre compte que faire une étape de traduction, ce n'est pas juste un investissement ou une dépense inutile, etc. C'est un vrai travail de référencement qui va générer du trafic supplémentaire avec des taux de conversion différents, puisque vous n'avez pas compris qu'un Allemand, il veut payer avec ça et ça, etc. Okay. Mais là, on a une source de génération de trafic supplémentaire et donc potentiellement de croissance assez immédiate. Nous, en fait, c'est un petit peu différent parce qu'effectivement, comme le groupe Rakuten ou PriceMeister en France est une marketplace, la logique d'expansion internationale est un peu différente dans le sens où on n'opère pas nous-mêmes finalement la vente des produits à nos clients. Donc on se pose des questions différentes. Malgré tout, on appelle ça chez nous le cross-border. C'est-à-dire qu'il faut qu'en fait nos marchands français puissent vendre en Allemagne et en Angleterre. Et il faut que les marchands anglais, allemands, espagnols puissent vendre en France. Donc on organise plutôt des process en termes d'IT, en termes d'infrastructures techniques et également de logistique, des outils, en disant ce ne sont pas nos acheteurs français qui vont les acheter en Allemagne. Il faut vraiment que l'offre leur vienne, l'offre des marchands allemands, l'offre des marchands anglais. Donc finalement, on organise évidemment on a les mêmes problématiques de traduction pour le service client, pour les catalogues produits, etc. Et la qualité globalement de l'expérience client. Mais la réalité, c'est notre objectif à nous, c'est que l'ensemble de l'offre internationale se retrouve en français présent sur la marketplace française et la même chose en Allemagne, en Espagne, en Autriche et au Japon, évidemment. Donc on a une réflexion plutôt en termes de flux. Entendu. Sébastien Rohr, chez Photobox, vous avez dépassé les 200 millions d'euros de chiffre d'affaires l'an dernier, pour situer un petit peu. Et vous avez la particularité d'avoir un pied en France et un pied en Angleterre. Donc vous êtes vraiment équilibré sur les deux pays. Vous êtes aussi présent dans d'autres pays. Qu'est-ce qui représente par rapport à vos ventes? Et comment est-ce que vous y êtes pris? Je crois qu'il y a eu des hauts et des bas avant de trouver la bonne recette. Oui, alors on a sur les 200, pour donner quelques chiffres, sur les un peu plus de 200 millions d'euros de chiffre d'affaires du groupe, on en fait 100 millions, 50% à peu près en Angleterre, et on en fait un peu moins de 20% à l'international, c'est-à-dire la France étant le reste. Mais on voit effectivement chez nous l'international étant né à la fois en France et en Angleterre, comme ce qui ne se fait pas en France et en Angleterre. Mais à un peu moins de 40 millions d'euros à l'international, on arrive déjà à une taille critique répartie, c'est là où ça devient plus compliqué, dans 20 pays différents, 19 pays différents. Et donc dans un modèle qui est encore différent des deux qui ont été exposés à l'instant, mais pour deux raisons simples. La première raison, c'est qu'on fait un business de photos qui est extrêmement émotionnel, et un client, quand il veut imprimer ses photos, quel que soit le support qu'il choisit, il va vouloir un business de proximité, il va vouloir un acteur local. Donc effectivement, il y a pas mal de contraintes à apparaître local dès le début complètement. On n'a pas une offre à référencer, on a un besoin de récupérer des photos et de les transformer dans un produit physique. Et justement, ce produit physique, on est un e-commerçant un peu atypique puisqu'on fabrique ce qu'on vend. On a des usines, en l'occurrence à Sartrouville, dans la région parisienne, et à Londres. Et donc, on doit de toute façon fabriquer et envoyer ce produit. Et donc, mon catalogue produit, il est le même, puisque de toute façon, il vient de la même usine, quel que soit l'endroit où je le vends en Europe ou quasiment. Alors c'est devenu plus compliqué quand on a ouvert l'Australie, le Canada et la Nouvelle-Zélande, mais le modèle de base qu'on a développé, il était basé sur un principe très simple. Au même titre que je n'achète que ce que je comprends, je n'exporte que ce que je comprends. C'est-à-dire, on a pris notre modèle, on l'a copié dans beaucoup de pays de façon extrêmement pragmatique, avec un stagiaire basé à Paris, et on a testé, on a regardé Google, puisqu'on ne va que pour l'instant que dans les pays Google où on est capable de comprendre. Notre modèle de développement était en France et en Angleterre beaucoup basé sur Google. On a répliqué ça, on a pris nos usines et on a eu ce modèle de copier et de réutiliser un modèle qu'on maîtrisait absolument depuis des équipes parisiennes. Et dès qu'on s'est en fait éloigné de ce modèle-là, on s'est planté. Si je prends une illustration, parce que l'Allemagne était un marché important, on a cru qu'on ouvrait des bureaux, qu'on y staffait des équipes locales parce qu'on avait effectivement une zone de chalandise plus importante pour recruter des talents. Et on envoyait nos produits, ça on n'a pas changé depuis Sartrouville ou depuis Londres, et ça n'a pas marché. Depuis, on a fermé notre bureau allemand et tout notre business allemand est géré depuis Paris. Donc on est vraiment dans une logique parce qu'on avait perdu
l'ADN, la spécificité de ce qui fait notre succès dans notre modèle. Et on n'avait pas su, par la faute des équipes, sans doute de nous, de moi, on n'avait pas su insuffler dans cette équipe locale, faire comprendre assez bien les leviers qui ont fait le succès du modèle Photobox. Donc voilà, ça arrive aujourd'hui à une part importante de notre chiffre d'affaires qui se fait à l'international, avec, si je pousse à l'extrême à titre d'illustration, on a démarré l'Australie avec des produits qui prenaient l'avion, qui partaient de Londres et de Sartrouville, qui montaient dans l'avion et qui débarquaient en Australie. Parce qu'on ne pensait pas possible, à court terme, d'ouvrir un pays et en même temps apprendre la logistique, le shipping, travailler avec un prestataire. Et donc on l'a fait avec des produits qui ont pris l'avion. Une petite subtilité australienne, c'est que le client australien qui achète sur un site étranger ne paye pas la TVA. Donc c'est en fait, on a laissé nos prix identiques, c'est la TVA qui a payé l'avion. Donc économiquement, on s'en sortait. Écologiquement, c'est pas top, donc ça n'a pas duré très longtemps. Mais voilà, on était vraiment dans ce souci de répliquer quelque chose qu'on maîtrise absolument depuis Paris ou depuis Londres. Vous parlez au passé, parce que l'Australie, maintenant, vous avez une usine sur place. Enfin, du coup, vous vous êtes éloigné de votre stratégie du copier-coller? Oui, alors on est arrivé au bout de la logique où on a un tel développement. L'Australie est une des illustrations d'un pays qui est devenu rentable très vite, au point que 2 ans après y être arrivé, on est déjà maintenant régulièrement en campagne télé. Et quand vous commencez à investir sur du média, y compris offline, à se mettre en télé très régulièrement, ce qui est notre cas maintenant, sans doute aidé par la communauté anglaise locale. Donc comme on est une marque qui est aussi très présente en Angleterre, on a eu un fort écho rapidement en Australie et en Nouvelle-Zélande, qui sont 2 problématiques très similaires. Et ben, c'était plus possible de mettre les produits dans l'avion. Donc on a fait un deal avec un partenaire local qui produit pour nous, mais c'est après une bonne année et demie de travail, de compréhension des mécanismes locaux, de compréhension des relais de génération de trafic, de compréhension de la télé, qu'on a pu développer cette tactique-là. Et pour le coup, fort de ce succès australien et de ce nouveau modèle pour nous, qui est complètement nouveau, qu'on a testé sur l'Australie et la Nouvelle-Zélande, on l'a répliqué l'année dernière au Canada. Et donc on a maintenant démarré le Canada directement avec un partenaire local, parce qu'on a compris comment faire marcher notre modèle européen. Et je souscris complètement à la complexité européenne qui était exposée à l'instant, mais on a compris comment le faire marcher, donc on a quasi dès le début lancé le Canada à partir d'une production locale. Ce principe de répliquer quasiment exactement le modèle franco-britannique dans d'autres pays, ça s'accorde pas forcément avec tous les pays. Est-ce que ça veut dire que vous interdisez certains pays? Par exemple, vous êtes plutôt très bien référencé sur Google. J'imagine que vous avez une bonne expertise en la matière. Aller en Russie, Yandex, c'est pas votre truc? Alors, il y a 2 choses différentes. Donc, il y a l'aspect SEO. Et franchement, le SEO n'est pas le plus compliqué. Si vous avez la bonne ressource locale, où qu'elle soit, vous pouvez générer du SEO. Nous, on a réussi, on est très bien positionné dans des pays aussi exotiques que la Norvège, la Finlande, ou des endroits où on n'est pas né et où même le site a nécessité pas mal de travail de contenu avant d'arriver. Donc, on a un travail de fond SEO qui est commun à tous les pays. Ce que vous citez comme Yandex et le potentiel de la Russie qu'on lorne avec beaucoup d'intérêt, pour nous, il a 2 soucis. Dans le modèle Photobox, encore une fois, où on fabrique nos produits, le modèle russe, le potentiel russe a 2 soucis. Un, effectivement, c'est pas un marché Google, et il faut comprendre Yandex, et c'est pas les mêmes mécaniques en SEO et en SEM. Donc, on est en train de regarder comment faire. Et 2, il y a un sujet logistique. C'est que si vous n'avez pas, en gros, avec tout le respect que je dois à la poste russe, vous ne passez pas par la poste russe. Donc il y a des réseaux de distribution pour, même si vous visez quelques grandes agglomérations comme Moscou et Saint-Pétersbourg, mais je n'en dévoilerai pas plus, il y a des solutions logistiques, mais c'est super compliqué. 3, les récents événements géopolitiques ont montré qu'il valait mieux avoir une production locale. Donc ça fait beaucoup de barrières à répliquer un modèle qu'on comprend. Entendu. Gérard Spatafora, Millésima a été créé en 1983. Autrement dit, vous n'avez pas attendu Internet pour vous internationaliser. Néanmoins, maintenant, ça représente les 3/4 de vos ventes à peu près. Vous êtes présent dans 11 pays, c'est ça? Du coup, dans quel pays est-ce que vous vendez en ligne? Qu'est-ce que ça représente dans vos ventes, si les chiffres sont corrects? Et quelles sont vos étapes pour ouvrir un nouveau pays, sachant évidemment que le vin est un produit très particulier? Je me rends compte déjà que c'est beaucoup plus facile que pour mes collègues.
Parce que finalement, on bénéficie d'une chose qui est historique, c'est-à-dire que tous les producteurs de vin font de l'export, et ça depuis l'époque des Romains, j'allais dire. Donc c'est déjà un gros avantage. Donc nous, en fait, on a commencé à vendre du vin à l'étranger par le biais de catalogues papier avant l'Internet. Donc c'était tout naturel en 2000, quand on a ouvert notre premier site Internet, de commencer à vendre pratiquement dans toute l'Europe avec des sites en plusieurs langues, en plusieurs monnaies. Et c'était assez simple de démarrer aussi pour une autre raison, c'est qu'on bénéficie d'une chose assez importante, c'est que un producteur de vin qui finalement fait l'effort d'apporter son vin auprès de dégustateurs dans un pays, s'il obtient des bonnes notes, il va bénéficier d'une couverture médiatique. Et donc finalement, il va y avoir une demande pour ce vin, pourquoi pas en Allemagne ou en Suisse. Donc finalement, la seule chose qu'on a fait, c'est qu'on a répondu à une demande sur certains marchés. Donc ouvrir un site internet pour vendre du vin, des grands vins, dans certains pays en Europe notamment, c'était assez facile, franchement très facile. Quelque part, ce sont les producteurs qui font le marketing à votre place? Alors, ils font d'abord le vin. Et finalement, le marketing, la couverture médiatique, elle est plutôt faite par des grands critiques, par des dégustateurs. Mais après, nous, de notre côté, il faut aussi faire beaucoup de marketing. Et il faut l'adapter, comme on a vu chez Vente Privée, par exemple, avec des différences culturelles, puisque une vidéo pour présenter un vin ne sera pas la même en Allemagne ou à Hong Kong. Il y a des marchés qui sont plus faciles que d'autres. Donc, Ilan en a parlé, les États-Unis, c'est finalement assez compliqué, parce qu'il y a un héritage de la prohibition, c'est un système des 3 tiers. Et vendre du vin aux États-Unis, c'est finalement le plus compliqué. Il y a d'ailleurs des États où c'est pas possible. Il existe même des États qu'on appelle dry states, où il est interdit de vendre, consommer, posséder de l'alcool. Ouais. Et justement, en termes de droits de douane, peut-être que pour ce qui est marketing, faire connaître le produit, c'est plus facile pour le vin. Quand on parle de droits de douane, alors là, c'est l'exact opposé. Oui, alors ça c'est la partie la plus compliquée qu'on va appeler logistique. Finalement, le dédouanement, il va rentrer dans la logistique. Parce que la plupart du temps, ce sont vos partenaires logistiques qui vont vous faire le dédouanement dans le pays où vous apportez le produit. Donc il y a des endroits où c'est très simple, comme à Hong Kong, il y a 0 droit de douane sur les vins. Voilà. Donc là, c'est extrêmement facile. Hong Kong est devenu un hub très important pour les grands vins en Asie. En revanche, aux États-Unis, il faut préparer votre colis, il faut préparer des papiers, il faut préparer des contre-étiquettes avec des mentions légales pour les États-Unis, pour certains États. C'est des choses qui sont assez contraignantes, mais finalement, c'est pas un si gros problème que ça. Et une fois que vous avez passé ces soucis logistiques, ben vous envoyez des containers. Une fois que le vin est arrivé aux États-Unis, après, vous pouvez le distribuer dans certains États. Si on revient sur la question de la feuille de route, je vous voyais sourire quand Sébastien a mentionné le stagiaire qui se consacre à l'étude de marché. Vous procédez comment, par exemple? Ces dernières années, vous avez lancé Hong Kong et Singapour, et l'un et l'autre n'ont pas pris du tout la même durée. Ça ne s'est pas passé de la même façon, alors que vu d'ici, on aurait pu penser que ce serait exactement la même feuille de route. Alors, Hong Kong, comme je dis, c'est extrêmement simple, parce qu'il n'y a pas du tout de droits de douane. Ils ont aboli les droits de douane fin 2008. Donc finalement, à partir de ce moment-là, tous les marchands de vin qui avaient des stocks dans le monde sont allés s'installer à Hong Kong. Parce que c'est devenu un endroit très important pour vendre du vin. Et puis finalement, on a encore une fois répondu à la demande des grands vins, et on a aussi bénéficié d'une chose qui est très importante pour les grands vins, c'est l'effet du millésime. Donc à ce moment-là, on a vendu le millésime 2009 en primeur. Le millésime 2009, un millésime qui est pour la France, qui a une excellente réputation de vin de garde dans le monde. Donc ça s'est vendu comme des petits pains, ce qui fait qu'ouvrir pour nous un pays comme Hong Kong, c'était rentable en à peine 6 mois, et même beaucoup plus que rentable. Mais très concrètement, c'est une étude de marché qui dure 6 mois, vous faites des voyages sur place, vous traduisez le site. Voilà, grosso modo, si vous voulez faire ça d'une façon prudente, il faut environ 6 mois. Effectivement, aller au moins plusieurs fois sur le terrain, essayer de renouer vos contacts pour savoir un petit peu, avoir des infos sur quels sont les pièges, quels sont les avantages, quelles sont les bonnes pratiques que l'on peut utiliser dans le pays, découvrir finalement les différences culturelles, parce qu'en Asie, je peux vous dire qu'il y en a. Et puis finalement, c'est détecter quels sont le bon moyen, le plus rapide pour rentabiliser vos opérations en fonction du produit que vous vendez, et rejoindre la clientèle sans que ça vous coûte une fortune en marketing. Alors effectivement, si on parle des pays et quel pays choisir,
Olivier, vous mentionniez tout à l'heure le fait qu'il y a toujours un débat entre est-ce qu'on va par exemple en Europe du Nord, dans les pays plus matures, mais où la concurrence est plus rude et donc ça coûte plus cher, ou alors vers l'Europe du Sud, où on a plus voilà, on peut se faire une place à moindre coût. Moi, il y a un truc qui m'échappe un peu. Pourquoi est-ce qu'on devrait forcément commencer par l'Europe de l'Ouest, par nos voisins immédiats? Est-ce que ça pourrait pas être une bonne idée de zapper cette étape et d'aller directement, je ne sais pas, en Europe de l'Est, en Turquie, puisque d'un point de vue logistique, c'est pas forcément beaucoup plus loin, ou au Brésil? Pourquoi ce tropisme sur l'Europe de l'Ouest? Enfin, ça paraît évident intuitivement, c'est juste à côté, et je ne parle pas de la Belgique où la plupart des e-commerçants français sont maintenant. Mais voilà, est-ce que c'est le passage obligé, ou alors est-ce qu'on peut envisager d'autres pays à fort potentiel? En général, quand on va à l'international, il y a plusieurs choses à regarder. On en a parlé, mais il y a les habitudes de moyens de paiement et les habitudes de shipping, donc de livraison, sont quand même assez différentes selon les pays. Donc, il faut aussi choisir par rapport à la capacité qu'on a de faire évoluer notre plateforme et l'adapter aux contraintes locales. La réalité pour l'Angleterre et l'Allemagne, c'est celle qu'indiquait Iliane, c'est surtout la taille du marché avant tout. C'est pas tellement la proximité. Le problème de l'Europe, comme on l'a bien dit tous maintenant, c'est un énorme marché potentiellement en termes de e-commerce et en chiffre d'affaires quand on additionne, mais c'est quand même la succession de plein de petites frontières, des frontières mentales, psychologiques, mais surtout juridiques et fiscales. Et donc effectivement, les frontières culturelles sont un peu plus éloignées quand on va en Europe de l'Est. En revanche, il est vrai que les taux de croissance sont assez élevés. En revanche, il faut tout de même regarder l'hétérogénéité des pays d'Europe de l'Est. Tous ces pays-là ne sont pas au même niveau en termes de croissance et en termes de pénétration ni d'infrastructures au débit et logistique. Parce qu'il faut que l'expérience client soit fluide et donc il faut réellement que la capacité à surfer sur Internet soit bonne. Et il faut également que la logistique et la livraison soient à un bon niveau de maturité. La réalité aussi de l'Europe de l'Est, c'est que ce n'est pas forcément des marchés plus faciles. Évidemment, la taille des marchés allemands et anglais les rendent compliqués parce que le coût d'acquisition est plus élevé. En revanche, on arrive sur un terrain où il n'y a pas besoin de convaincre et la concurrence est établie. Le dynamisme des marchés est-européens est un peu différent, mais il y a également des concurrents importants, comme le groupe Allegro, qui est vraiment très bien installé, par exemple, en Europe de l'Est. Ceci dit, avec Rakuten, on regarde aussi bien aujourd'hui l'Italie, pour compléter l'Europe du Sud, que la Hongrie, par exemple, en ce moment, et on regarde aussi des dossiers en Turquie. D'accord. Ilan? Pour nous, je pense que c'est lié au fait qu'on est français, d'abord. C'est vrai l'Europe de l'Ouest, bien que ce soit les gros marchés, on a une meilleure connaissance de cette partie-là. On ne connaît pas très bien et en général, on n'a pas envie de se développer là où on ne connaît pas. On prend l'avion, à 2 heures, on est un peu partout. Et d'ailleurs, la première des erreurs qu'on a faites en Angleterre, c'est qu'on a cru que l'Angleterre, c'était Londres. Alors que c'est tout sauf Londres, le e-commerce anglais. C'est 95% du commerce anglais se fait en dehors de Londres. La partie potentielle est aussi très très importante. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, aller dans les pays de l'Est, acquérir une culture pour finalement prendre 15% du marché et se retrouver avec 15 millions d'euros, c'est pas très 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 intéressant. Et il faut aussi se rendre compte de la différence de maturité qu'il y a entre l'Est et l'Ouest en termes de logistique, puisque la clé du commerce, c'est quand même de livrer un colis et que la personne reçoive son colis et qu'elle est satisfaite. Si elle n'est pas satisfaite, qu'elle n'a pas un service client, qu'elle fasse un retour et que tout se passe bien pour qu'elle le rachète. Aujourd'hui, l'une des zones d'Europe les plus compliquées à livrer, vous savez où c'est? C'est le sud de l'Italie. Je ne te parle pas de la Pologne, hein, je te parle du sud de l'Italie. Un enfer absolu. Et pour quelle raison? Je sais pas. Les colis, ils s'envolent, s'évaporent, il fait trop chaud, je sais pas. Il y a on a beaucoup de problèmes de service client dans cette partie-là. Et donc aujourd'hui, on se concentre tout naturellement vers ce qu'on connaît et surtout comme ça représente le plus gros potentiel aujourd'hui, pas la peine d'aller se distraire ailleurs. Ce qui est très important dans un facteur de développement, c'est rester focus. Vous pouvez ouvrir comme Azos 180 pays en livraison, vous en foutez, c'est pas vous qui les ouvrez, c'est UPS. Donc ça, c'est très facile. Hein. Je fais un contrat avec UPS, il te dit la Nouvelle-Zélande c'est $55, tu charges $60, et après qui achète, et voilà. Donc ça c'est un des moyens.
Mais après, si on veut vraiment faire du développement local, il vaut mieux le faire en connaissance de cause et en proximité. Il y avait peut-être une chose relativement évidente que je n'ai pas dite, mais il y a des catégories de produits qui se portent plus ou moins bien au développement international. Il faut le rappeler parce que c'est intégré dans le calcul de la marge et de la valeur perçue par les internautes, le rapport entre le prix d'expédition, le shipping, la distance, le poids de l'objet, la valeur de l'objet, etc. Tout ça crée parfois des mix qui sont gagnants à l'international ou moins gagnants. Moi, par exemple, je suis au bord d'une place de marché qui s'appelle Botica, qui fait des bijoux, c'est des Français qui l'ont créé, mais à Londres. Ils vendent dans plus de 20 pays aujourd'hui à l'international. C'est en anglais et en français, mais ils vendent beaucoup aux États-Unis, en Angleterre, au Moyen-Orient, etc. Mais effectivement, ils peuvent mettre en place, parce qu'ils vendent des bijoux avec un panier moyen relativement élevé et des objets assez légers qui circulent bien, ils ont pu mettre en place un partenariat avec un transporteur, en l'occurrence là il s'agit de DHL, qui permet de délivrer très très bien dans toutes les zones. Mais il est vrai qu'en dehors de ça, par exemple pour des gros colis, il y a des pays dans lesquels, et c'est vrai particulièrement dans le sud de l'Europe, en Grèce, en Italie, en Espagne, où il n'y a pas de culture de la vente à distance qui existait avant Internet. Ce qui est faux, alors qu'en Angleterre, en Allemagne et en France, la culture, on connaît, même s'ils n'ont pas très bien, à mon avis, réussi leur virage Internet, les Trois Suisses, Gvel, La Redoute, etc., sont des sociétés qui ont été des énormes succès et qui ont développé une culture chez les consommateurs, mais aussi dans les réseaux de la poste et la logistique, une capacité à délivrer un colis, ce qui est quand même effectivement fondamental, comme le rappelait Ilan. Et la réalité, c'est que cette culture n'existe pas forcément, la culture de la confiance dans la livraison n'existe pas forcément dans tous les pays. Alors, puisqu'effectivement, c'est très lié aux produits, Gérard Spatafora, vous aussi, vos choix de marché sont vraiment intéressants. Et par exemple, pourquoi est-ce que vous évitez des pays comme la Chine ou la Russie, dont on pourrait penser qu'il y a une population très intéressée par vos produits ? Alors, je voudrais juste rajouter une petite chose par rapport à ce qui s'est dit. On a aussi de la chance dans le vin, c'est-à-dire que toutes les régions en France ont ce qu'on appelle un centre interprofessionnel qui est en charge de faire la promotion de l'appellation d'origine contrôlée et du vin en général. Donc à Bordeaux, il y a le CIVB, et le CIVB a ce qu'on appelle des brand ambassadors un peu partout dans le monde, notamment en Chine ou aux États-Unis, qui eux vont nous ramener de l'information sur le marché. Donc ils font la promotion des vins et en même temps ils font des études de marché pour ramener aux membres tout un tas d'informations stratégiques sur la consommation, l'évolution, si ça se distribue en supermarché, ainsi de suite. Donc ça vous permet de savoir par exemple qu'en Italie il y a une grosse demande pour les vins de Champagne ou pour les vins de Sauternes et qu'il y a finalement très peu de concurrents qui sont équipés. Donc ça c'est une information stratégique parce que ça vous permet de vous positionner dans ces pays-là et finalement de vendre vos produits avec plus de marge que si vous essayez de le vendre sur un pays où il y a beaucoup de concurrence. Et si je reviens donc sur votre question, c'est-à-dire la Chine par exemple ou la Russie, c'est un peu ce que disait mon collègue de Price Minister tout à l'heure. En Russie, le problème c'est qu'il n'y a aucun transporteur de vin qui veut livrer le vin jusque chez le client. Parce que nous, c'est un de nos engagements. Donc finalement, vous êtes obligé de travailler avec un transporteur jusqu'à la frontière. Et à la frontière, vous avez un autre transporteur russe qui, là, prend votre colis. Seulement, le problème, c'est que nous, on vend des grands vins à la caisse. Donc parfois, on a une caisse de 6 bouteilles de Lafite Rothschild qui va coûter 12 ou 13 000 euros. Ce qui va représenter peut-être 2 fois le salaire du type qui conduit le camion. Ah, une petite parenthèse, millésima, c'est effectivement pas le panier moyen classique. C'est entre 1 500 et 2 000 euros. Oui, c'est ça. On ne vend que des grands vins à la caisse, donc on a un des paniers moyens les plus élevés en Europe, puisqu'on est à 2 000 euros. C'est assez confortable, on va dire. Et donc une caisse de 13 000 euros qui se balade en Russie, elle n'est pas sûre d'arriver. Alors voilà, en Russie, chaque fois on a fait des essais, malheureusement, ça s'est toujours terminé en fiasco. Et votre assureur, il vous dit non, moi je vous assure en Europe, mais en Russie, j'y vais pas. En Chine, c'est pareil. C'était des essais avec des vraies bouteilles ? Oui. Mais malheureusement, c'est des pertes. En Chine, pour la Chine ? Alors en Chine, jusqu'à il y a quelques jours, c'était très compliqué parce qu'en fait les douanes et ensuite par la province, ils vous demandent de donner une bouteille par caisse que vous distribuez. Donc vous avez une caisse de 12, vous devez donner une bouteille supplémentaire aux douaniers. Des taxes en nature. C'est des taxes en nature, en plus des vraies taxes. Ce qui rend les choses compliquées, ce qui s'apparente plus ou moins de la corruption, j'allais dire. Et puis finalement, le marché des vins fins en Chine, il n'est pas si gros que ça. Il s'est même effondré. Mais alors là, il y a quelque chose de nouveau qui vient de sortir, qui nous est remonté donc par les interprofessions, notamment du Champagne.
C'est-à-dire que tous les vins que vous avez qui peuvent être stockés à Hong Kong et ou par une société hongkongaise ont des facilités maintenant pour entrer sur le territoire chinois. Enfin, ça ne vous facilite pas non plus les choses pour arriver dans telle et telle province de Chine, parce que là, ça devient très compliqué. Et alors, une autre particularité de la Chine, c'est que les Chinois sont habitués à payer quand ils reçoivent le colis. Donc, vous vendez sur Internet, vous prenez une empreinte de carte de crédit, mais finalement, vous ne prenez pas de paiement. Et c'est qu'à partir du moment où la personne livre le colis, qu'elle signe sur, on va dire, une petite tablette électronique, que là, vous avez le droit de prendre l'argent. Ça, chez Millésima, on ne fait pas. Nous, si on n'a pas l'argent, le vin ne part pas déchet. D'accord. La Chine, c'est pas simple. Pour la question de s'adapter au marché local, pour le vin aussi, c'est un peu particulier. Vous m'expliquez quand on préparait cette table ronde que ça avait aussi des aspects beaucoup plus faciles parce que les clients connaissent déjà, etc. Comment est-ce que, chez vous, ça consiste en quoi, s'adapter au marché local ? Alors, nous, effectivement, on a une grande chance, c'est que finalement, comme on vend des grands vins, comme on a uniquement à la caisse et qu'on a un panier moyen assez élevé, on s'adresse toujours à le même type de clientèle qui est finalement, on va dire, globalisée. C'est-à-dire qu'ils sortent tous de grandes écoles de commerce, ils sont traders à la bourse, des choses comme ça. Ils vont dans les mêmes hôtels, ils ont la même carte de crédit American Express, ils lisent les mêmes magazines. Donc c'est une clientèle assez globale. Donc ça, c'est un avantage sur le plan du marketing. En revanche... Est-ce que ça veut dire que, par exemple, votre site, c'est le même dans tous les pays ? Alors, le site, effectivement, est le même dans tous les pays. Par contre, ce qui va changer, c'est la mise en avant sur les slideshows en page d'accueil et ou les pages d'atterrissage quand vous recevez un email. C'est-à-dire que les offres que l'on fait aujourd'hui en Allemagne, en Italie, dans plusieurs pays en Europe qui partent le mardi, elles vont être différentes en fonction des segments et en fonction des pays. Donc la langue, la monnaie, et si vous êtes amateur de champagne, vous allez recevoir des offres de champagne et non pas des offres de vallée du Rhône. Pour les États-Unis, c'est encore plus particulier parce que les gens qui habitent à Boston, ils ne consomment pas du tout la même chose que les gens qui habitent en Floride. En Floride, il fait chaud toute l'année. À Boston, en hiver, il y a de la neige. Donc là-bas, on va boire un peu plus de vin blanc, de vin rosé, de vin qui vont au frais comme certains vallées du Rhône. Et c'est pas du tout la même consommation non plus en Californie. Donc votre offre doit s'adapter forcément au marché. Donc même si on reste sur un segment haut de gamme, sur un segment de grands amateurs de vin, aux États-Unis, on va offrir des vins de partout dans le monde. Alors qu'en Europe, on est spécialisé des grands vins de France et certains grands vins italiens. Entendu. Ilan Benaïm, sur la question de l'adaptation au marché local, je crois que l'exemple du développement de vente privée aux États-Unis est particulièrement intéressant. Vous pouvez nous expliquer quelle a été votre approche ? L'approche, c'est déjà de comprendre qu'il y a 3 zones e-commerce dans le monde. Donc on ne peut pas gérer les États-Unis à partir de la France, la zone Amérique. Donc on a compris que pour réussir aux États-Unis, il fallait être américain. Et il y a un partenaire américain qui s'appelle American Express qui nous a approchés et qui nous a proposé une association. On lui a dit, ouais, donc nous on cherche un américain, American Express, c'est plutôt américain, donc ça va, check. Et l'autre chose, c'est qu'ils arrivent avec 50 millions de membres. Et les plus riches des États-Unis. On a dit check. Maintenant, comme c'est une zone très particulière, avec des grandes protections, etc., et je le disais, ingérable à partir de l'Europe, il a fallu créer une équipe aux États-Unis. Et au départ, on a dit, OK, American Express, vous êtes américain, gérez. Et donc, ils ont recruté, ils ont dit, bon, d'accord, donc on prend le CEO, et nous, on va gérer le CEO. Bon, OK. $1 million de salaire. Si on le vire, ça coûte 2. Et la personne arrive, elle recrute 90 personnes, day one, en disant, moi, j'ai fait Stanford, c'est comme ça que ça marche. OK. Le problème, c'est que tu mets 1 mois pour te rendre compte que le mec, c'est un imposteur. Enfin, 1 an pour te rendre compte que c'est un imposteur. Donc ça a été un peu compliqué la première année à cause de ça. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit, OK, finalement, American Express, vous avez 50 millions de membres, merci beaucoup, vous êtes américain, merci beaucoup, mais vous êtes surtout une banque. Et une banque ne c'est pas des entrepreneurs, c'est pas une start-up. Nous, on est entrepreneurs, donc ce qu'on va faire, plutôt que de faire des allers-retours incessants et faire des boards, on va envoyer des gens à nous, gérer la boîte et prendre la responsabilité de ça. Donc, au début, on a cru qu'il fallait un patron américain pour gérer des Américains.
ben, on s'est trompé. Mais c'est vrai que les Américains considèrent souvent les Français comme des Ivoiriens, voire même plus bas, en termes de business, je parle uniquement. Je comprends bien. Du coup, alors au-delà des États-Unis, mais en général à l'international, pour vous, quels sont les principaux freins? Le premier frein, il est psychologique. Puisque aujourd'hui, nous, on a commencé assez tôt, 2005, 2006, voire même avant. Aujourd'hui, technologiquement, il n'y a plus de problème. Il y a toutes les solutions que vous voyez sont nativement multi-devises, multi-currency, toute la compta est gérée, multilangue, des CMS super bien faits, etc. Donc, il n'y a plus le problème IT, il n'y a plus le problème legal, puisqu'on a 50 000 acteurs qui l'ont fait maintenant. Donc, il y a des espèces de livres blancs pour vous aider à ouvrir. Le véritable problème, c'est comme ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que 85% des e-commerçants français sont à l'international. Non, 50% sont à l'international, mais 85% d'entre eux sont en Belgique française. C'est l'international, ça? Non. Donc, le problème, il y a un gap à passer, celui de dire, je ne suis pas que français, j'ai un site qui est accessible de n'importe quel point sur la planète. Donc voilà, il faut que je me défrancise, que je m'internationalise. Commencer tout simplement par traduire en anglais, parce que ça permet une indexation extraordinaire. Et ensuite, si vous sentez une appétence sur certains marchés, commencez à développer le marché. Comme pour l'Australie, par exemple. Non, c'est l'Australie là. Comme pour l'Australie, par exemple, on a ouvert. Ah tiens, l'Australie, il y a des gens, on va ouvrir une usine en Australie. Et vraiment le faire étape par étape. Mais en termes d'investissement, c'est première des choses, traduire en anglais et livrer dans le monde entier. Alors, je comprends ce que vous dites sur la barrière psychologique. Néanmoins, il y a quand même les questions de paiement que vous avez tous abordées, avec des taux de commission différents dans chaque pays, la nécessité d'offrir le moyen de paiement le plus utilisé localement, parce qu'un client qui voit un paiement qui ne lui plaît pas, il abandonne et il n'y revient pas. Alors là, on est sur un deuxième point de la croissance, qui est l'optimisation du taux de conversion. Oui. D'accord. Sur l'optimisation du taux de conversion, c'est quelque chose qui doit se faire dans le temps. Pas day one. Les gens qui disent je vais mettre du LV en Allemagne, qui est du virement après achat, etc., day one, un peu complexe. Franchement, vous mettez PayPal, il a tous les moyens de paiement, il vous prend une grosse commission, mais une grosse commission de pas beaucoup de trafic, c'est painless. Donc, au départ, surinvestir en disant je vais travailler mon taux de conversion avant d'avoir testé mon marché, c'est pas du tout notre philosophie. Notre philosophie, c'est de dire testons l'appétence sans vraiment optimiser notre rentabilité. Et au bout d'un an, on voit très très bien quels sont les leviers. Et ensuite, on optimise. Mais commencer par l'optimisation, ça va vous rallonger votre projet de 10 mois, 12 mois, 18 mois, etc. Bien, donc chaque chose en son temps. Sébastien Roard, alors chez vous, même question, quels sont les principaux freins que vous avez remarqués dans votre expansion internationale? Et en préparant la table ronde, vous avez en particulier soulevé le fait que pour vous, la vraie difficulté commence quand on doit faire des déclarations de TVA dans d'autres pays. Ça, c'est le seuil fatidique, en tout cas dans le référentiel Photobox. Je remonte d'un cran. Nous, on a, dans notre stratégie internationale, appliqué un certain nombre de critères. On a la chance, parmi les critères pour savoir quel pays était éligible à un développement, on a la chance de ne pas avoir le souci de la valeur, puisque ce qu'on produit n'a aucune valeur, à part une valeur émotionnelle. C'est-à-dire que le livre de vacances d'Olivier n'a pas de valeur pour Iliane et n'a pas de valeur pour moi, etc. Donc le douanier, voir passer un livre photo, un calendrier photo ou une tasse photo, avec ma photo dessus ou avec votre photo dessus, il le laisse passer. Donc du coup, on n'a pas de colis qui disparaissent, on est juste demandeur d'une logistique qui arrive. Et déjà ça, c'est assez challenging dans certains pays d'Europe. Mais donc, on a fait ce filtre-là, on a fait le filtre au débit, on a fait le filtre logistique, puisqu'on avait fait le choix de fabriquer à Londres et à Paris et d'exporter. Et pour faire très simple, et donc on a eu une tactique, premier élément, on est parti frontal sur tous les pays. On a dit, c'était une longue discussion avec le board, est-ce qu'on en choisit un et on essaie de le creuser à fond, ou est-ce qu'on fait tous? Contre-intuitivement, on est parti sur on les fait tous à bas coût, c'est-à-dire en logique de test, avec un stagiaire, avec une équipe réduite, basée à Paris, et on voit ce qui se passe.
Et je regrette absolument pas d'avoir fait cette tactique-là en 2008. Les stagiaires ont de l'avenir, hein, vous remarquerez. Pardon ? Les stagiaires ont de l'avenir. Oui. Et donc, je regrette absolument pas, puisqu'on a pu ouvrir. Et pour revenir à votre question, les 2 pays où on a eu le plus de difficultés et on a dû assez significativement réajuster sont 2 pays où on n'a pas le même pouvoir d'achat que dans l'Europe de l'Ouest. L'un pour une raison économique très évidente, et notamment la crise qui frappait le Portugal. L'autre, parce que Europe de l'Est, probablement la Pologne. Et voilà. Et donc les deux vrais critères qui nous ont fait réajuster, alors que dans les autres ça s'est développé plus ou moins vite, mais les 2 vrais critères, le pouvoir d'achat qu'on oublie souvent dans un contexte particulier où nos produits n'ont pas de valeur hors la valeur émotionnelle, a été le vrai discriminant. Donc chaque pays a grossi et on est parti frontalement avec une dizaine de pays en testant et en répliquant notre modèle. Et effectivement, le premier seuil de difficulté, c'est quand votre comptable vient vous voir et vous demande de faire une déclaration de TVA en polonais, une déclaration de TVA en norvégien. Et parce que, pour ceux qui ne sont pas au courant, tant que vous êtes différent dans chaque pays, hein, sinon l'Europe serait trop facile, tant que vous êtes en dessous d'un certain seuil de chiffre d'affaires dans un pays, vous restez soumis à la déclaration de TVA locale, française en l'occurrence. Celle-là, je la comprends, quoique. Mais en tout cas, on la garde. Et dès que vous passez à certains seuils, que vous devez identifier pour chacun des pays, vous devenez un acteur local, vous devez vous déclarer, vous êtes soumis à des réglementations de plus en plus locales, notamment en matière de protection du consommateur. Et donc, nous, c'est là qu'on situe le niveau de douleur et de succès. Mais c'est un bon problème. C'est un bon problème. Oui. Alors, c'est un super problème à avoir. Oui. Ça veut dire que tu as des difficultés administratives parce que tu fais du chiffre d'affaires. Donc, quelque Absolument. part... Moi, j'adore ces problèmes. Non, mais c'est un bon problème à avoir. Il faut s'y préparer. Il faut s'y préparer. Mais voilà, donc nous, on se met en alerte en disant, oups, ça marche bien, on passe à certains seuils. Mais là, il faut que je me tape la déclaration de TVA polonaise. Allons-y. Et là, on se dit qu'il y a quelques investissements à faire, quelques formations à donner, parce que sinon, on n'y arrivera pas et on n'est pas sérieux. Alors qu'en fait, il y a un marché qui répond. Je pense qu'il y a également une chose qu'il faut vraiment voir et que j'ai vraiment apprise avec le développement international, c'est qu'il faut être extraordinairement humble. On ne peut pas se dire « je suis français, je sais comment ça va réagir ». Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas les gens en face de nous. Si vous êtes dans une boutique, vous voyez quelqu'un rentrer, vous pouvez deviner quel est le profil de votre client. Sur Internet, on ne sait pas qui vient. Il y a un trafic extraordinaire, des dizaines de millions de personnes, mais chacune de ces personnes est un être humain. Et on ne sait pas qui c'est. Donc aujourd'hui, on est obligé de s'ouvrir et d'attendre et après de mesurer des patterns qu'on ne connaissait pas. Donc aujourd'hui, de dire « ouais, moi je suis français, je vais me développer comme ça et je vais vendre ça et tout ça », il faut vraiment avoir une certaine humilité et attendre et regarder. J'adhère complètement. Je vous donne une illustration qui est restée dans ma mémoire. On prospectait il y a quelque temps la Chine, donc je me rends en Chine, en l'occurrence on démarre par une conférence, personne ne parlait anglais bien sûr, à part les gens qui m'invitaient, qui étaient un gros fournisseur d'imprimantes. Première, sur cette humilité, mais je descends de l'avion, gentiment il m'invite à dîner, conférence le lendemain, et donc première question de mes hôtes, pour préparer la conférence et m'expliquer qui était là, me disent comment on va t'appeler ? Pardon ? C'est Sébastien. Ah non, il faut que ton nom, dans la tradition chinoise, soit meaningful, c'est-à-dire qu'il ait un sens pour les autres et les gens qui sont à la conférence. Donc Sébastien Roard, tu le ranges, et maintenant tu vas t'appeler, en l'occurrence je peux vous le dévoiler, on m'appelait Lo Sida, celui qui amène la prospérité, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai été rebaptisé, et il était hors de question de démarrer des contacts que j'ai eus avec des gens très importants des locaux, sans être rebaptisé. Et ça, si ce n'est pas une leçon d'humilité, je peux vous dire que vous revenez de là et vous dites « c'est un peu différent de chez nous là ». Justement, ça peut être tellement différent. Comment est-ce que votre approche de copier-coller, enfin de répliquer au plus proche ce que vous faites en France, en Angleterre, dans d'autres pays, s'accommode de l'adaptation à de nouveaux marchés ? Alors elle s'accommode plus ou moins bien. Je vais commencer par les succès. Hein. L'Australie, on ne pensait pas en 1 an et demi passer à la télé et réaliser une telle percée. Elle s'accommode, ça c'est dans illustration plutôt successful, dans effectivement les réajustements assez significatifs à faire, le Portugal ou la Pologne. On a mis ça sur le compte
du pouvoir d'achat. Probablement aussi, il y a une tradition photo qui est légèrement différente. Et donc, il faut être très humble, il faut être très orienté sur les chiffres pour comprendre à quel endroit il faut ajuster, il faut rectifier le tir. Parfois, c'est des ajustements que moi je qualifie de dramatiques dans les problèmes à l'export qu'une société française, en tout cas on avait choisi de faire le développement international depuis Paris. Je me suis heurté à un sujet qui n'est pas politiquement correct, mais on l'avait évoqué ensemble, c'est le droit du travail. Le droit du travail français, et en particulier le travail le dimanche, est un énorme problème pour des e-commerçants comme nous. C'est-à-dire que dans le monde de la photo, on est un business de maman, où les mamans s'occupent de gérer la mémoire familiale le dimanche, quand elles ont mis les enfants dehors ou le soir. Vous devez être ouvert, votre service client, pour répondre à vos clients le soir. Alors avec du décalage horaire, ce n'est pas évident. Et le dimanche. En France, je ne peux pas le faire. Et donc, après avoir rapatrié une grosse partie, être revenu du Maroc pour opérer en France, l'international m'a obligé à rebouger. Voilà, donc il y a vraiment parfois des ajustements légers, les moyens de paiement. Vous êtes reparti au Maroc, vous avez bougé où? Le service client? On est en Angleterre maintenant. On n'est pas reparti en offshore, il était hors de question. On veut des locaux, on veut que ce soit un service client qui soit fait par des gens qui sont culturellement proches. Et donc, on recrute que des locaux, des natifs de nos 22 pays, donc y compris Japon, Brésil, en Angleterre, où le droit du travail permet, quand on contractualise avec un salarié, dès le début, être cash sur, mais toi, ton contrat de travail, il court 35 ou 37 heures ou 39 heures du jeudi au dimanche. Et ça, c'est absolument permis par la loi dans des conditions économiques qui sont équivalentes à un contrat semaine. Impossible en France. Impossible. Enfin, on a essayé et à la 10e visite de l'inspecteur du travail, on a arrêté. Donc voilà, malheureusement, c'est la réalité du business. Donc, au-delà de la question du droit du travail, effectivement, le service client, c'est vraiment l'axe numéro 1 à adapter. Mais je reviens quand même sur cette question parce qu'en préparant, vous me disiez par exemple qu'en Allemagne, les Allemands aiment les livres photos au format portrait. Vous faites que du paysage et vous avez toujours refusé de faire du portrait, c'est-à-dire ce que voulaient les Allemands. Ouais. Puis il y a d'autres exemples. En Allemagne, souvent les sociétés comme les vôtres s'appuient sur un logiciel à télécharger pour fabriquer son livre puis l'exporter. Vous n'avez jamais voulu faire ça. Donc il y a quand même des choses qui sont très centrales et sur lesquelles vous ne voulez pas vous adapter au pays que vous attaquez. Et néanmoins, ça vous réussit. C'est étonnant. Oui, alors il ne faut pas qu'on donne un mauvais exemple aux jeunes entrepreneurs qui vont se lancer. Non, il faut quand même s'adapter au marché local. Ce qu'on a régulé chez Photobox, c'est la vitesse à laquelle on s'adaptait. On n'avait pas de doute que pour être successful, pour se développer en Allemagne, dans n'importe quel pays, à un moment, bien sûr que je réponds à la demande du client et bien sûr que je m'adapte à la coutume locale. La question, c'est, et nous on avait une règle très stricte en matière d'investissement qui avait été fixée par notre conseil. On m'avait dit, tu fais de l'international, au président et à moi, tu fais de l'international tant que ça ne change pas la politique d'investissement sur les pays cœurs historiques que sont la France et l'Angleterre. Donc j'ai toujours fait de l'international dans une logique où j'investissais ce que j'estimais être nécessaire sur la France et en Angleterre, et lorsque j'avais encore de la capacité d'investissement, ça partait à l'international, mais l'international n'a jamais remplacé un investissement qu'on a fait sur le métier historique. Ça pour nous, c'était une erreur. Et donc du coup, avec l'investissement dont je disposais, j'ai été forcé à être plus pragmatique et être plus lent dans l'adaptation aux besoins locaux. Par exemple, sur des points de détail comme l'Allemagne, aussi parce que ça me nécessitait, pour faire un livre en portrait ou un livre en paysage, c'est des investissements industriels que je ne pouvais pas financer. J'ai attendu. Ça n'a pas changé notre volonté de se développer. Ça a sans doute pris plus de temps pour y arriver, mais au moins, on a gardé un modèle économique très équilibré. D'accord, effectivement, on rejoint ce que disait Ilan Bellaïm sur la feuille de route, d'y aller pas à pas et de commencer sans investir à tort et à travers. Et aussi, il faut se dire qu'on est dans un monde globalisé, donc on a quand même, je redis, on est des humains, on a des comportements qui se ressemblent assez. Donc, par exemple, mon métier, c'est le discount, c'est de vendre des produits moins chers. Je ne connais pas une personne au monde qui ne veut pas acheter un produit de grande marque moins cher. Par contre, un Américain veut du moins 70%, et un Allemand à moins 70%, il va considérer que c'est un faux. Donc lui, il veut du moins 55%. Donc c'est pas qu'il n'aime pas le discount, c'est qu'il y a des spécificités locales sur lesquelles il faut s'adapter. Et je comprends très bien que l'Allemand préfère le portrait.
Je suis sûr que d'ici 5 ans, ils le feront. Mais ce sera une étape de développement supplémentaire quand on verra que la croissance ralentit et qu'on veut développer ce pays. On va aller s'adapter localement sur la spécificité locale. Alors, je reviens sur la première étape, qui est de rendre son catalogue accessible dans d'autres pays. Les marques, on parle de référencement, de SEO, de SEM. Les marketplaces aussi sont un vrai outil pour commencer dans un nouveau pays, simplement en vendant sur une marketplace qui, elle aussi, est présente sur plusieurs marchés. C'est le cas chez Price Minister Rakuten. Vous nous disiez par exemple que 25% des transactions faites en France sont faites en fait auprès de vendeurs étrangers. C'est considérable et c'est probablement beaucoup plus que sur un site marchand lambda qui n'est pas une marketplace. Donc de quelle façon est-ce que la marketplace peut aider au tout début les marchands à attaquer de nouveaux marchés? J'imagine que le principe, c'est évidemment qu'elle prend à sa charge un certain nombre des freins qu'on a évoqués. La réalité, comme vous l'avez tous dit, c'est que pour un e-commerçant, en tout cas un petit e-commerçant, l'investissement marginal pour aller dans un pays, un nouveau pays, est relativement élevé. Même si après, plus on a développé de pays, moins c'est cher à la marge. L'intérêt de la marketplace, évidemment, bon, je fais un peu mon autopromotion, mais une place de marché qui est internationale comme les Rakuten, et évidemment on a des concurrents, et c'est le cas finalement d'un Alibaba. C'est un accélérateur qui est assez formidable dans le sens où le business model même d'une marketplace consiste à mutualiser un certain nombre de coûts. Donc à un moment donné, on crée un centre commercial. Ce centre commercial, si on se débrouille bien en tant que marketplace, on le développe avec une capacité à faire des ventes à l'international, donc avec des moyens de paiement adaptés à chacun des pays, avec des moyens de livraison qui sont également adaptés à chacun des pays. Alors, ce n'est pas complètement simple de vendre sur une marketplace, ça ne se fait pas tout seul. La réalité qu'il faut, je dirais, partager avec les e-commerçants, c'est que pour vendre sur une marketplace, il faut quand même opérer son service après-vente, il faut quand même suivre son client, il faut quand même animer ses promotions, faire son catalogue à l'intérieur de l'écosystème que propose la marketplace, mais c'est beaucoup moins cher. Et donc, ça me semble être une excellente première étape, en tous les cas, pour tester un pays et pour savoir si son offre, son catalogue, son mix prix-produit va rencontrer la demande. Pourquoi? Parce que nous, côté marketplace, on mutualise un certain nombre de coûts d'acquisition, l'ensemble des coûts marketing. On construit nos marketplaces pour qu'elles soient des carrefours d'audience qui redispatchent ensuite ce trafic vers l'ensemble des boutiques qui sont à l'intérieur de la marketplace, que ce soit du SEO, du SEM, de l'affiliation, etc. Toutes les techniques de marketing. Si en tant que e-commerçant implanté quelque part dans une ville en France, vous voulez le faire dans plusieurs pays à la fois, vous êtes obligé de recommencer un petit peu à zéro l'ensemble de l'activation des leviers marketing, fidélisation, acquisition, etc. Donc c'est ça, à minima, l'intérêt de la marketplace. Ce qui ne veut pas dire, je ne vais pas dire qu'il faut être 100% exclusif marketplace, ce serait mentir. Évidemment, il y a des business qui justifient, en parallèle de la marketplace, de lancer son propre site en direct, bien entendu. Alors venons-en maintenant aux questions de financement de l'expansion internationale et de la rentabilité des nouveaux pays qu'on a très rapidement abordé. Alors Ilan Benaïm, tout simplement, quelle est votre politique en la matière? Alors, d'abord, ce qu'on va devoir chercher, c'est l'appétence qu'il y a dans certains pays. On va prendre un exemple très clair, c'est l'Allemagne. 1,5 fois, voire 1,7 fois le chiffre d'affaires français, mais des taux de retour considérés comme stratosphériques. Et donc la question dès le départ, la Redoute s'est retirée par exemple d'Allemagne, etc. La question dès le départ, c'était de dire, est-ce qu'on va aller dans ce pays sachant qu'il y a 30, 40, 50% de taux de retour annoncés sur le marché. Et on l'a quand même fait, parce que nous, on s'est retrouvé avec 15% de taux de retour. Pourquoi vous avez moins de retours que les autres? On va rester humble. Je suis d'accord que ce n'est pas le sujet, mais ça m'intéresse quand même. Je pense que sur la décote, l'incitation au retour est plus faible. D'accord, qu'on a acheté un produit à moins 70%, moins 60%, on a moins envie de le retourner, etc. Et en plus, on avait une politique sur les retours où à chaque fois que quelqu'un faisait une demande de retour, dans notre réponse, on expliquait un peu le principe de vente privée qui est de dire vous faites un retour, mais je ne peux plus le remettre en ligne. Donc, si j'ai beaucoup de retours sur cette marque, je ne retrouve plus jamais cette marque. Donc, je comprends très bien que vous ne pouvez pas toucher, que vous ne pouvez pas essayer.
mais essayer de trouver une sœur ou une mère qui a la même, à qui ça ira, On a peut-être ça, plus ça de nous aiderait tolérance pas quand- mal. Donc on a été un peu empathique sur le Bon. sujet, D'accord. mais on a quand même testé, on a quand même essayé, parce que c'est vrai que sur le papier, l'Allemagne, il ne faut pas y aller. Quand vous ouvrez un nouveau pays, vous vous autorisez combien de temps de perte? 2 ans. 2 ans. D'accord. 2 ans de petites pertes. Oui, parce que moi je suis complètement d'accord avec Olivier qui est de dire le meilleur moyen de tester l'international, c'est de faire de la place de marché. Il gère le IT pour vous, le trafic pour vous. Voilà, on a la chose la plus importante à faire qui est le merchandising. On oublie toujours de dire qu'un site de e-commerce, c'est pas juste un truc magique, tu jettes des produits et ça se vend. Hein, c'est d'abord des photos, des belles photos du produit, parce qu'une photo moche, on n'achète pas. C'est des bons descriptifs, une mise en valeur. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle du merchandising. Donc de dire, tu commences l'international et tu oublies la partie juridique, IT, trafic, etc. et concentre-toi sur ça, c'est quand même un confort magnifique. Maintenant, c'est plus vrai pour les petits que les très gros. Un petit va pouvoir faire de la place de marché pendant 2-3 ans, alors qu'un gros, il va le tester pendant 2-3 mois avant de commencer à investir. Nous, on ne pouvait même pas aller vers ce modèle puisqu'on a des contraintes de club, etc. Moi, ce que je peux dire sur le retour sur investissement, finalement, on a des calendriers qui ont l'air d'être à peu près synchrones. La guideline stratégique de Rakuten, c'est qu'on ouvre un pays. La 3e année, on doit franchir le seuil qu'on appelle du break-even. Et la 4e année doit être profitable. Donc la 3e année n'est pas forcément profitable, mais on doit vraiment voir les courbes se croiser entre l'investissement, les coûts et les revenus pendant la 3e année. Donc on construit des business plans de cette manière. Mais après, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que l'international, c'est un levier d'optimisation, évidemment, du retour sur investissement à partir du moment où on est dans une industrie où on a une certaine somme de coûts fixes et que ces coûts fixes, un peu comme l'industrie du cinéma d'une certaine manière, quand vous produisez un film, je prends souvent cet exemple, cette comparaison, il y a des coûts fixes importants. Et donc c'est plus facile à Hollywood évidemment parce que dans ce cas-là vous avez un marché domestique important et puis ensuite vous allez chercher beaucoup de profits à l'international parce que la distribution internationale ne nécessite que peu d'investissement par rapport au coût fixe initial. Le développement d'un site internet c'est pareil, c'est un logiciel, c'est un certain nombre de coûts. Quand on était PriceMeister standalone, c'est-à-dire seul face à Amazon et eBay, nos coûts répartis sur une surface géographique et un marché relativement petit par rapport à nos grands géants concurrents américains était rédhibitoire. C'est-à-dire que c'est compliqué pour nous d'avoir le même niveau de plateforme. Mais à partir du moment où vous êtes sur plusieurs pays à la fois, évidemment, chaque investissement marginalement est beaucoup plus vite rentable. Et donc quand on ouvre un nouveau pays, l'intérêt pour nous, c'est évidemment de mutualiser un certain nombre de développements techniques et que ça nous coûte moins cher que de recommencer complètement à zéro. Et donc on peut atteindre cette rentabilité beaucoup plus vite. Sachant qu'il y a juste une petite différence entre une place de marché qui est un vrai prestataire de solutions et avec des très gros investissements en génération de trafic, donc un grand centre commercial, et un retailer, c'est que nous, notre coût principal, c'est le stock. Donc s'il me faut un stock en France, un stock en Allemagne, un stock en Angleterre, un stock en Italie, il y a problème. Et si je vends que 5... toi, ton stock, il augmente, le prix augmente avec l'âge en théorie. Mais ça, c'est un vrai souci. C'est... est-ce que mon stock, le marché français suffit à vendre mon stock? Si oui, j'ai pas besoin de l'international. Sinon, l'international va m'aider à vendre ce que je n'ai pas vendu. Et est-ce que je vais pouvoir augmenter? Et à un moment, il va falloir avoir un stock dans chacun des pays, puisqu'on veut répondre à une demande locale, on veut livrer le jour même, on veut faire, etc. Et des bureaux d'acheteurs locaux de toute manière. Sébastien Rohr, vous disiez tout à l'heure qu'il est très important pour financer son expansion internationale de surtout pas amputer sa capacité d'investissement sur ses marchés domestiques, d'investissement mais aussi de staffing, etc. Donc vous, votre politique, c'est vraiment que l'international, ça vient en plus des marchés domestiques. Est-ce que vous pouvez détailler votre approche et nous dire, chez Photobox, quand vous lancez un nouveau marché, vous voulez qu'il soit rentable au bout de combien de temps? Alors, ce qui est important dans les deux exemples d'Olivier et Liliane, c'est qu'on reconnaît tous que l'international, on va perdre de l'argent au début. Il n'y a pas de miracle. Hein. La question, c'est combien de temps on accepte de perdre de l'argent. On peut appeler ça de l'investissement, mais dans le PNL, c'est des pertes. Ce sont des pertes.
Et je suis absolument en phase, mais dans une logique un tout petit peu différente du fait du modèle Photobox, c'est que nous, on avait des coûts fixes à amortir, ce n'est pas des entrepôts, ce n'est pas de la logistique, c'est notre usine de fabrication, parce que nos produits qui peuvent apparaître simples, comme un livre ou un album photo, en fait, c'est un peu compliqué à fabriquer, à la demande, par série de 1, et donc ça nécessite beaucoup d'investissement. Donc plus je peux en fabriquer et gagner de l'effet d'échelle, c'est déjà une première bonne raison de partir à l'international. Donc ça m'amortit mes coûts fixes et mes coûts de développement sur mes pays historiques, et rien que ça, c'est quelque chose qu'on a considéré comme être bon à prendre. On avait 2 autres raisons qui nous ont fait investir à l'international. Deuxièmement, c'est que comme nous, on part à l'international, nos concurrents venaient en France ou en Angleterre, et on s'est dit de façon au moins défensive qu'aller porter le fer chez eux allait au moins enlever un bout d'attention et leur rendre moins prioritaire le développement en France et en Angleterre. Donc on s'est dit que l'argent que je perdais à l'international, c'est peut-être de l'argent et de la marge que j'allais gagner chez moi parce que j'aurais moins de pression concurrentielle. Donc il y avait un coût à 2 bandes. Et on avait même, dans nos moments les plus fous, un coût à 3 bandes. En tout cas, c'est ce que nous a suggéré le Conseil. Partez aussi dans une logique offensive, c'est-à-dire non seulement vous allez les occuper vos concurrents localement pour pas qu'ils viennent en France et en Angleterre, mais en plus, vous allez essayer de leur couper la croissance pour qu'un jour, si jamais on n'arrive pas de nous-mêmes en croissance organique à monter sur le top 1, top 2, top 3, à monter sur le podium du business, enfin de la catégorie dans le pays, on fera de l'acquisition. Et alors c'était un coup à 3 bandes voire plus, mais on avait ça dans l'esprit en disant c'est défensif et c'est aussi offensif, j'essaie de leur couper la croissance pour qu'un jour je les amène et je les force à venir à la table des négociations. Et on a toujours joué comme ça, ce qui explique que dans certains pays on se retrouve très bien très vite, j'ai cité l'Australie, j'ai des pays ouverts en 2008 qui sont toujours pas rentables. Et pour être honnête, sur certains j'ai même abandonné ma perspective de rentrer dans le top 3 du business. Mon seul objectif stratégique de continuer à faire des pertes dans ces pays-là sans obérer ma capacité d'investissement sur la France et en Angleterre, c'est d'amener un concurrent direct que je trouve en posture difficile à la table des négos et faire de la consolidation. J'aimerais pas être votre concurrent australien. Et du coup, c'est entre 6 mois et plus de 6 ans et toujours pas. Plus de 6 ans. Mais ça a de la valeur parce que vous affaiblissez le concurrent local, éventuellement pour un jour le racheter, puisqu'effectivement, on parle de croissance internationale, mais ça peut passer par de la croissance externe et vous pratiquez des acquisitions. Des acquisitions aussi. Vous avez 2 options une fois que vous allez à l'international. Soit vous vous dites, certains pays sont plus ou moins contraignants là-dessus, mais je veux rentrer dans le top X de ma catégorie, être une référence. On y va rarement pour être dans le milieu du peloton. Et soit vous vous dites, je fais de la consolidation. On a, nous, laissé les 2 options ouvertes. Il y a certains pays où on est convaincu qu'on rentrera dans le top 3 sans aucune acquisition externe. Il y en a d'autres où on a clairement rerouté et on massacre les prix et on tape fort juste pour faire mal à un concurrent qu'on veut amener à la table des négos. Et voilà, donc c'est une autre justification stratégique qui explique que mon conseil m'autorise encore à faire des pertes dans certains pays plus de 5 ans après l'ouverture. Et c'est là que la question de la croissance externe se rapproche aussi de celle des données, puisque quand on arrive dans un nouveau pays, ce qui coûte cher, on l'a vu, c'est acquérir de nouveaux clients. Ce qui fait qu'à votre échelle aussi, chez Rakuten, quand vous faites l'acquisition, par exemple, d'une société comme Viber, ce que vous rachetez, c'est aussi des données clients, et en particulier du fait que de plus en plus, les clients, on les acquiert sur le mobile. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment tout ça s'articule chez vous? Ce qui est vrai, c'est que l'e-commerce, pour les grands, l'e-commerce devient une sorte d'énorme guerre mondiale. Enfin, je ne dis pas ça de manière agressive, mais c'est la réalité. Et la ressource rare, pas si rare que ça, mais donc la ressource qui constitue en fait le champ de bataille en quelque sorte, c'est effectivement la donnée client. Ça semble relativement évident. J'ai déjà dit souvent, quand j'ai eu l'occasion de prendre la parole, c'est que finalement, il y a plein aujourd'hui de grands acteurs, notamment américains et maintenant aussi chinois et japonais, qui sont concurrents mais qui ne l'étaient pas il y a 10 ans, parce qu'aujourd'hui il y a une forme de convergence, notamment grâce à la data, dans les types de consommation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on consomme aussi bien des biens, par exemple du tirage photo, que des biens digitaux, de la VOD par exemple, ou des livres dématérialisés sur des liseuses comme Kobo. Et donc, ce sont les mêmes consommateurs qui achètent aussi des biens physiques, probablement chez vente privée ou dans des sites de e-commerce partout dans le monde. Donc, à un moment donné, l'ensemble de cette data est un asset, un actif très important en termes d'avantages compétitifs. C'est en gros la taille de la base de données clients dans chacun des pays.
qui est un accélérateur pour le déploiement international, mais c'est aussi la capacité à accumuler de l'information sur chacun des clients de façon à avoir une granularité suffisante pour personnaliser le marketing. Et donc l'acquisition des applications de messagerie instantanée, c'est par définition un moyen non commercial, ce ne sont pas des applications commerciales. En revanche, ce sont des outils de pénétration des marchés extraordinairement puissants. Quand Rakuten, il y a quelques mois, a acheté Viber, il y avait 300 millions de utilisateurs. Maintenant, il y en a 450 millions. C'est-à-dire qu'on n'a jamais connu ce type de croissance dans les commerces traditionnels. Enfin, on le connaît au départ, mais pas quand on a déjà ce niveau de taille et de dimension. Et Rakuten a également acheté Ebates aux États-Unis. Et donc ça, ce sont des accélérateurs. En revanche, je ne vais pas vous mentir complètement, il n'est pas évident d'orchestrer de la synergie entre les différents moyens, les différents outils, les différentes technologies. On nous cite souvent, pour me faire mal, l'exemple de Skype et d'eBay, qui n'a pas été un énorme succès en termes de synergie. Je pense qu'aujourd'hui, c'est complètement différent. Il ne faut pas oublier que quand Skype a été acheté par eBay, le M-commerce n'existait pas. Skype, c'était une application de discussion entre ordinateurs. Aujourd'hui, la réalité, c'est qu'on n'imaginerait pas Skype ou Viber sans mobile. Donc je pense qu'en fait, le schéma de conquête des marchés à travers le M-commerce présente un nouveau terrain de bataille, mais également des opportunités complètement intéressantes et excitantes. C'est-à-dire que je crois qu'on va pouvoir leverager en quelque sorte et trouver des modèles économiques qui permettent aux réseaux sociaux et aux messageries et aux différents intermédiaires de communication d'accélérer finalement la conversion de ces populations vers la transaction commerciale. Moi, je comprends très bien la volonté qu'ont certains méga groupes d'accélérer leur développement en rachetant des bases de données. Et donc, il y a Viber, mais surtout WhatsApp. On se pose vraiment des questions sur qu'est-ce qu'ils vont faire de nos data. Moi, je pense qu'il y a quelque chose d'assez commun et une vraie tendance de fond, c'est que l'internaute est libre. Il sait très bien que ces données pullulent partout, qu'à peu près tout le monde y a accès. Depuis le temps du spam, vu le nombre de mails qu'on reçoit par jour non sollicités, on sait très bien que nos données traînent partout. Mais je considère qu'il est libre. Et c'est vrai qu'on s'est beaucoup posé la question, est-ce qu'on rachète celui-là pour 150 millions, 200 millions? Et finalement, on dit, mais on va mettre 200 millions, pourquoi? Pour avoir des gens qui ne sont pas loyaux, qui ne vont pas rester. Donc cette question-là de rachat de base, c'est une vraie question. Et je pense que comme nous, on s'est inscrit dans une dynamique de long terme, on n'est pas pressé par des investisseurs financiers qui vont chercher un retour sur investissement à 2, 3, 4 ans ou une introduction en bourse ou de la bourse, etc. On s'est dit finalement, la solution la plus safe, c'est d'avoir le temps pour nous et de prendre le temps de développer les bases un peu au niveau européen, parce que acheter des bases, finalement, on considérait que l'internaute était libre. Bien, on va rester sur cette alternative ouverte et profiter qu'on dispose d'encore 5 minutes pour prendre des questions de la salle qui s'est bien remplie depuis le début. Est-ce qu'il y a des questions parmi vous dans l'auditoire? Je suis sûre que oui. Oui, madame. Le micro va arriver si vous attendez une seconde. Bonjour. Bonjour. Je voulais savoir comment vous gérez votre politique de prix à l'international. Est-ce que vous faites les mêmes prix dans tous les pays? Est-ce que votre question s'adresse à l'un des intervenants particuliers? Photobox pour le vin, vente privée. Alors Sébastien. Alors clairement non, si je vous donne, sans dévoiler de secret, parce que tous les acteurs du e-commerce international le savent, on a un panier moyen en Suisse qui fait à peu près 2 à 3 fois le panier moyen en France. On a un panier moyen en Norvège qui fait à peu près 2 fois le panier moyen français, lequel panier moyen français est lui-même au-dessus du panier moyen anglais. Et donc quand vous avez des tels écarts de prix, alors je cite la Suisse et la Norvège qui ne sont pas 2 exemples anodins, parce qu'ils ont des procédures douanières extrêmement protectrices, et donc un marché protégé finalement un peu en dehors de la concurrence. Vous vous retrouvez avec des prix pratiqués. Et donc mon site, le site Photobox, pour le même produit, alors j'ai quand même les coûts d'export entre les deux, il a des prix qui sont absolument rien à voir, qui reflètent cette valeur du panier moyen. Néanmoins,
en Suisse ou en Norvège, j'ai une politique d'acquisition de nouveaux clients avec ce qu'on appelle des coûts d'acquisition qui sont 2 à 3 fois supérieurs, puisque ma valeur client est 2 à 3 fois supérieure. Je le reflète dans le brief donné aux équipes marketing pour acquérir les clients, qui est beaucoup plus difficile à acquérir. Voilà. Mais donc non, mais ça se reflète dans tout le reste du business. Pour ma part, je pense qu'il est important d'avoir un prix qui soit plus ou moins le même dans toute l'Europe. Alors, ça dépend malheureusement de certains droits de douane ou de taxes. Mais si vous ne le faites pas, il ne faut pas prendre les internautes pour des nonos. Ils peuvent très bien switcher d'un site en .fr ou un site en .co.uk parce qu'ils parlent anglais et essayer d'acheter le produit sur l'autre site. En revanche, la question est intéressante parce que c'est aussi un accélérateur de marge dans certains cas. C'est-à-dire que vous pouvez avoir effectivement le même prix dans certains pays, mais dans un pays, par exemple en Angleterre, vous avez beaucoup de concurrence, donc finalement vous allez avoir du mal à vendre le produit à ce prix fixe. En revanche, en Allemagne, vous avez le même prix, mais il y a très peu de concurrence, donc du coup vous allez plus en vendre en Allemagne, vous allez faire beaucoup plus de marge. Donc ça devient pratiquement stratégique. Nous, très très bonne question. En fait, à force d'avoir des batailles d'ego, de dire il faut faire tant, faire tant, faire tant, faire tant, ce qu'on a fait, c'est juste de l'A/B testing. On a testé quel était le prix optimal au global. C'est-à-dire que, comme je le disais tout à l'heure, l'Allemagne a un taux de retour supérieur à la France. Donc il ne faut pas juste raisonner sur le prix facial qui va générer un taux de conversion, mais vraiment regarder la rentabilité globale du produit, parce que ça peut avoir un impact fort. Donc l'Allemagne, un peu plus cher que la France, pour nous, par exemple. Une autre question? Madame au deuxième rang. Bonjour. Bonjour. J'ai juste une question en fait par rapport à l'Espagne. On a beaucoup parlé de l'Angleterre, de l'Allemagne, de l'Italie, des freins qu'il y a dans ces pays. Mais est-ce que vous avez rencontré des freins, par exemple, en Espagne, et comment vous les avez passés? Avec la Catalogne ou sans la Catalogne? Avec la Catalogne. Ben nous, par exemple, en Espagne, c'est le seul pays où on a 2 bureaux. Un à Barcelone et un à Madrid, pour des raisons culturelles, parce qu'il y a des marques catalanes qui ne veulent parler qu'à des Catalans. C'est très particulier. Et ils ne veulent surtout pas parler à quelqu'un de Madrid. Bon. L'Espagne, extraordinaire pays, très latin. Et donc, au début, quand on envoyait un mail d'invitation en espagnol, ils nous répondaient « Ah, je suis désolé, je ne peux pas venir ». Sympa. Et je trouvais ça super mignon. Et ça commence à changer. L'Espagne a eu un retard considérable dans l'accès au commerce électronique. C'est des gens qui chopaient dans la rue. Les choses changent beaucoup. Je pense que la crise a permis de montrer que sur Internet, on avait beaucoup plus facilement accès au vrai prix, au juste prix. Et donc, les Espagnols, maintenant, se convertissent de plus en plus. Ils ne répondent plus aux emails. C'est triste, mais non, c'est un pays qui gagne énormément de maturité, qui a de forts taux de croissance et de très, 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 très belles marques. D'autres questions? Ah, là-bas au bout de la salle. Juste un point sur, Flore, un point sur l'Espagne. Oui. Je confirme un très gros potentiel. Dans le niveau de difficulté en termes de e-commerce pur pour les différents acteurs qui voudraient s'y lancer, dans le niveau de difficulté de la réglementation et de protection du consommateur, on la place juste derrière l'Allemagne, notamment en matière de captation, d'adresse email, d'opt-in, de double opt-in, beaucoup plus compliqué que la moyenne des pays d'Europe, pas aussi compliqué que l'Allemagne, qui est loin devant, mais l'Espagne n'est pas loin derrière. Donc c'est un tout petit caveat sur un énorme potentiel, mais quelque chose à faire très proprement, parce que les règles espagnoles en la matière sont compliquées. Monsieur. Oui, bonjour, Mathieu Taché, Stéréotex. J'ai une question pour chacun des intervenants, c'était très intéressant. Je prends l'exemple de l'Allemagne parce que je pense que c'est un pays qui est quand même le deuxième marché européen et de loin, donc je suis agréablement surpris de voir que ça attire autant de gens. Si chacun des intervenants devait dire quel est le point le plus important de son développement en Allemagne, ou comment dire, quel est le point sur lequel ils ont vraiment fait attention dans leur développement en Allemagne, outre-Rhin? Est-ce que c'est la logistique? Est-ce que c'est la communication? Quel est le point qui était pour vous crucial pour votre Quelques mots. Pour ma part, le plus important en Allemagne, c'est vraiment d'avoir assez d'informations stratégiques sur les prix des concurrents, pour savoir comment se positionner. Ilan?
Je vais me répéter, mais pour réussir en Allemagne, il faut être allemand. Voilà. Vente privée, c'est un peu compliqué. Vous appelez comment en Allemagne? Vente privée.de pour le moment. Vente privée. Ils n'arrivent pas à l'écrire, mais heureusement que Google, il y a le correcteur automatique. Non, il faut vraiment être allemand, mais c'est un peu compliqué de démarrer Day One en étant en allemand. Il y a tout un processus. Il vaut mieux se présenter de façon extraordinairement transparente en disant « Je suis français, j'arrive en Allemagne, je vais avoir des Allemands qui ont travaillé pour moi et à un moment, je vais faire du marketing allemand, du merchandising allemand, mais pas Day One. » Donc on sait très bien que le potentiel de vente privée en Allemagne, il est supérieur à la France, donc on devrait faire 1 milliard. Olivier, en quelques mots, un conseil sur l'Allemagne. L'Allemagne, la caractéristique, c'est effectivement qu'il vaut mieux être allemand. Et donc, ce qu'on a fait avec... en fait, il y a aussi une chose, c'est qu'il y a une compétition très, très forte de la part de eBay, qui a un taux de pénétration en Allemagne qui est historique. D'accord ? Donc, pour eBay, c'est un énorme marché. C'est, je crois, le deuxième marché mondial d'eBay. Et donc, il faut prendre ça en considération. Donc, nous, on a acheté une société, enfin, Rakuten a acheté une place de marché allemande pour répondre à cette exigence, qui s'appelait Tradoria, qu'on a ensuite switché en Rakuten. Rakuten, c'est japonais, mais ça sonne un peu allemand. Ça peut faire ça, Rakuten Zigut. Et donc voilà. Donc aujourd'hui, c'est principalement du coup des équipes allemandes installées à Berlin et historiquement maintenant la marque Rakuten avec une dimension qu'on voudrait beaucoup, ce qu'on appelle cross-border trading, pour vraiment les concurrencer, les géants américains qui eux ont également une offre américaine qui agrémente leur catalogue en Allemagne. Sébastien, le mot de la fin? Oui, alors deux aspects. L'aspect B2C, il est très clair, il faut être référencé en externe, c'est-à-dire que vous devez être Testsieger dans votre catégorie, idéalement. Vous devez avoir une bonne note sur Trusted Shop et les autres références, mais le consommateur allemand adore avoir cette référence externe, qu'elle soit presse ou qu'elle soit online. Sans ça, point de salut, selon nous. Et selon notre expérience. Un aspect B2B, un aspect plus corporate que j'ai découvert, je ne suis plus étonné de recevoir tous les mois une lettre de mes concurrents me convoquant en justice et me demandant des millions de dédommagements. Les procédures anti-concurrence avec des attaques devant les tribunaux, toutes plus farfelues les unes que les autres, qui se règlent toujours bien parce que les juges allemands, heureusement, ont les pieds sur terre. Le cadre législatif allemand permet des trucs absolument incroyables qu'on n'imagine pas en France. Donc la première, ça vous fait frémir, et puis au bout d'un moment, on s'habitue et on le traite avec les avocats, mais prévoyez un bon avocat. Et bien sûr, cette note optimiste, on s'achemine vers la fin de cette première plénière. Donc en guise de conclusion, il me semble qu'un certain nombre de grands principes se dégagent assez nettement. Premièrement, aujourd'hui, parce que c'est plus facile qu'avant, parce que la croissance en France ralentit et parce que l'Europe est mine de rien le premier marché au monde, les e-commerçants ont tout intérêt à se tourner très tôt vers l'international. Deuxièmement, le test and learn est rentré dans les habitudes en France, il est valable aussi à l'étranger. Donc on peut se lancer tout de suite à petit budget, mais ensuite il est important de prendre le temps d'apprendre à connaître le nouveau marché pour ne pas investir à tort et à travers et savoir très bien s'adapter au marché local. Troisièmement, réinventer la roue à chaque fois, on s'épuise. Donc une fois que son fonctionnement est complètement éprouvé en France et peut-être aussi dans un premier pays, il ne faut pas hésiter à répliquer ce qui marche et à veiller que les ajustements nécessaires pour s'adapter au pays restent raisonnables vis-à-vis de son modèle de fonctionnement et de son marché domestique. Et enfin, les e-commerçants qui doivent investir dans leur expansion internationale ne doivent pas amputer leur capacité d'investissement et de staffing sur leur marché historique pour ne pas se mettre en péril sur leur core business et pouvoir s'appuyer sur un socle solide et sain dans leur internationalisation. Voilà, j'espère que cette heure et demie d'introspection de nos intervenants vous auront permis d'y voir plus clair. Merci beaucoup à eux quatre. Merci à vous tous et très bon salon e-commerce Paris.